Bon, merci à Patrick Boucheron pour l'hospitalité, à Giuliano Milani pour l'invitation. Et oui, comme Giuliano vient de le dire, moi je suis ni historien, ni médiéviste, mais juriste et philosophe. Donc je vous prie de m'en excuser et de juger de la pertinence, voilà, de ce brusque changement de scène. Donc j'aimerais commencer par un constat banal et que j'estime néanmoins crucial. La dichotomie qui institue, tout en les séparant, le droit public et le droit privé est une construction juridiquement récente. Et cela est vrai en dépit du rôle si apparemment incontournable qu'elle semble avoir dans le gouvernement de nos perceptions les plus ordinaires et irréfléchies à propos de ce qui constituerait la politicité d'un acteur ou d'une action. L'existence de deux régions juridiques séparées et distantes auxquelles s'attacheraient des prestations institutionnelles ainsi que des intuitions morales spécifiques est une production typique du droit public du XIXe siècle. C'est en effet dans la forme du Code, à savoir cet acte souverain qui institue le privé, le droit privé, qu'il faudrait reconnaître la matrice historique et formelle de ce que j'appellerais la topologie moderne. La dichotomie droit public-droit privé et la topologie qui en découle est donc non seulement assez jeune, mais elle est aussi marquée par une asymétrie primordiale et structurante. Le pôle qui lui permet de s'instituer et de se reproduire est celui du droit public. La division du travail moral entre les deux termes de la topologie, ainsi que sa reproduction dialectique, est le fruit de cette précédence logique. Ce qui alimente la topologie n'est rien d'autre que la logique souveraine. Elle institue le droit public selon l'axe de la verticalité, de la métaphore et de la transcendance. La synthèse des intérêts multiples et plurivoques et des besoins pluriels hétéroclites est produite grâce et à travers la décision exclusive, univoque et contraignante du souverain. Dans cette logique implacable, qu'on serait tenté d'appeler une histoire de la maîtrise, la forme du pouvoir coïncide avec un commandement exclusif parce que légitime et est avec la parfaite clôture du système des sources. Le commandement ne sera valide qu'en raison de sa propre forme et de la procédure qui en gouverne les missions. Ce dispositif noue représentation et mandat sous le nom et dans la forme de la loi et de l'obligation. Cette forme même, ainsi que la légitimité de son mode de production, est le sceau d'un circuit qui articule commandement et obéissance et alimente ainsi la machine du politique en tant que telle. Comme l'aurait dit Carl Schmitt, protego ergo obligo est le véritable cogito ergo sum du politique. C'est à l'intérieur de frontières très étroites de cette puissante fiction que notre imaginaire politique ne cesse de demeurer. Le public serait le plan de l'égalité et le lieu topique de l'universel, alors que le privé incarnerait les sièges de toutes les différences, cognitives, matérielles, sexuelles, et les circuits du libre-échange individuel des biens. Impossible de ne pas souligner le rapport primordial et constitutif qui articule la genèse de la topologie moderne à l'émergence du rapport social de capital, aussi qu'à son caractère sexué. Lorsque l'État est pensable en tant que personne capable d'actes juridiques est affecté d'un patrimoine, alors il devient possible de fabriquer un sujet propriétaire privé, libre à la fois de vendre et de se vendre. Le privé du public, le social de la topologie, considérera finalement et intégralement avec l'économique. Ici demeure la prestation de naturalisation juridique plus propre à la topologie moderne. Politique et économie, impérium et dominium, logique souverain et logique patrimoniale, forme catégorielle de l'unité sous sa forme universelle ou individuelle. Voilà la série de couples dialectiques qui mettent en forme, alimentent et ne cessent de reproduire la topologie. Le droit subjectif d'un côté et la forme salaire de l'autre seront les points de raccord formels de cette machine si sophistiquée. Il est important de souligner que lorsque je parle de topologie moderne, je me réfère à une articulation précise que relie le droit public et le droit privé, et qui, j'insiste, prend son essor au XIXe siècle.
La spécificité juridique de cette topologie la rend irréductible aux histoires de rapport entre le public et le privé, appréhendées en dehors de leur formalisation juridique. Je songe ici aux travaux de Peter Moos ou aux reprises critiques du concept habermasien de Öffentlichkeit cher à notre amphitryon. Il ne m'échappe pas non plus que la distinction entre droit public et droit privé, quant à elle, doit sa formulation originaire à Ulpien et qu'elle sera en tant que telle et grâce à la médiation de glossateurs l'enjeu des disputes, sinon le véritable champ de négociation entre l'autonomie civique et les pouvoirs impériaux dans la période qui nous intéresse. D'ailleurs, c'est peut-être de la décision de considérer les droits romains comme fondamentalement un corpus de droit public ou plutôt comme une compilation éminemment de droit privé qui dépend en bonne partie les analyses qu'on a pu donner de l'expérience communale. À travers l'idée de topologie moderne, j'entends plutôt pointer le dispositif juridique qui a imprimé à la forme politique moderne son caractère plus propre, ce qu'on a appelé la logique souveraine, et qui en a déterminé l'anthropologie selon l'hégémonie de la forme logique de l'individualité. La topologie moderne, formée par l'enjolivement de droit public et de droit privé, est une machine dialectique, ce qui revient à dire que la définition de l'un de ces pôles dépend intégralement de celle de l'autre. L'opposition entre les deux termes qui alimentent la machine est apparente. Pour qu'elle existe, ils doivent être solidaires. Son fonctionnement est le fruit de la dépendance, du télescopage, du travail concerté et mutuel de deux éléments qui la constituent. Mais est-il obligatoire de penser que le droit public et le droit privé doivent nécessairement obéir aux prestations que leur sont assignées par la topologie moderne, donc par leur inséparabilité? Serait-il possible de les penser en dehors de la logique de la souveraineté et de la patrimonialité, ou autrement que sous l'espèce de l'individuel et de l'universel? Le commun et l'expérience communale me semblent, les uns et l'autre, de non possibles, au présent comme au passé, de la contestation ainsi que de la catastrophe de la topologie moderne. À travers et grâce à eux, devient possible d'explorer les effets d'une désactivation possible de la topologie. La faire tourner à vide reviendrait à terme à essayer de penser un droit public et un droit privé délestés de leur rapport. Le commun serait le nom de l'opération qui permet de voir comment le droit public et le droit privé peuvent fonctionner et s'articuler en dehors et en dépit de la topologie moderne. Il serait donc le nom qui libère le droit public de sa logique souveraine étatique et de sa forme universelle, et le droit privé de sa logique patrimoniale économique et de sa forme individuelle. En effet, les biens communs juridiques émergent dans le débat public en tant qu'une réponse à la vague des privatisations qui a investi les États européens à la fin des années 90. Les institutions publiques, au même titre qu'un propriétaire privé qui soit en nécessité de gagner de l'argent, décidèrent la démission de leur propre patrimoine grâce à des formes diverses de privatisation. L'identité, sinon l'indiscernibilité entre imperium et dominium, était flagrante. Sur le terrain de la patrimonialité, le droit public n'incarne ni l'universalité ni la généralité, mais il est gouverné par les mêmes logiques qui président à l'échange et à l'appropriation privée. Mais les effets de la topologie et la nécessité de lui opposer les biens communs se montrent d'une manière davantage plus claire si on songe à la technique dite de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les asymétries qui parcourent la topologie, ainsi que l'inséparabilité logique du public et du privé, ont dans cette opération si typique du civil law une véritable pierre de touche. D'un côté, les hypothèses d'indemnisation en cas d'expropriation ne concernent que le rapport qui court entre le public sous sa forme étatique et le privé. Par contre, le droit ne connaît pas une figure et une technique analogue qui indemniserait les citoyens, les acteurs sociaux en tant qu'acteurs du droit public, alors que l'État, mais il faudra dire plutôt un gouvernement, décide de vendre un bien public. On sort ici à cet effacement du registre logique et matériel du commun ou du collectif, quel est le produit plus propre à la topologie moderne. Le concept même d'utilité publique
est, dans le droit et dans le code qui en règle l'opérativité, un concept fort indéterminé dont l'activation revient à un magistrat de droit administratif censé identifier les raisons qui relèveraient de la généralité ou de l'État en tant que représentant ultime de la totalité des citoyens. Les cas très récents des expropriations de la ZAD de Notre-Dame-de-Londres nous montrent le paradoxe selon lequel il y aurait là deux publics qui s'affrontent. L'un est celui de la topologie, l'autre est celui qui commence à la défaire. Le droit public, l'État, s'empare d'une catégorie tautologique et dont la vocation souveraine est démontrée par la métamorphose qu'il subit de l'ancien concept d'utilitas publica à celui de necessitas, si crucial d'ailleurs pour l'histoire des rapports entre res publica et majesté. L'utilité publique est mobilisée pour domestiquer l'émergence d'un public non souverain. Les zadistes, grâce à la grille fournie par la topologie, n'essaieraient que des acteurs privés et leur bien devient donc susceptible d'un traitement spécial au nom d'une prétendue totalité des citoyens et de l'utilité si mystérieuse qui leur serait propre. Mais qu'est-ce qu'un mouvement d'un point de vue juridique? Comment peut-on concevoir un collectif des citoyens qui s'insurge contre un État qui est censé représenter, en tant que personne, la totalité et l'unité des citoyens eux-mêmes? La topologie montre ces fissures. Alors qu'un public non souverain et non étatique s'institue, le public lui-même semble s'escinder en deux et la topologie rétroagit sur elle-même. Elle sépare à l'intérieur même des sujets une partie publique et une partie privée. Les zadistes qui s'insurgent contre l'État seraient au fond des citoyens engagés contre eux-mêmes. Il faudra donc que lorsqu'un collectif se confronte avec l'État, soit il cesse d'être public à proprement parler, soit il se réduit, grâce à des techniques juridiques diverses, à une de ces articulations. Pour suturer la cicatrice, pour gouverner la sédition, le collectif ou le commun est complètement réabsorbé par le droit public dans sa logique souverain-étatique et dans sa forme universelle. Cette même logique est à l'œuvre dans un arrêt de la Cour de cassation italien de 2011, un arrêt fort important et maintes fois loué par la doctrine juridique italienne, comme il s'agit du premier et très influent texte jurisprudentiel qui intègre les travaux de la dite Commissione Rodotà, Cette commission, mise en place par le gouvernement de l'époque en 2007, a fourni la première définition juridique des biens communs. L'avis de cette catégorie, qui n'a jamais, et peut-être pour cause, vu le grand jour de sa traduction législative, a depuis circulé en tant que puissante référence doctrinale, véritable signifiant vide ou flottant, dans les pratiques des mouvements qui s'en sont inspirés. L'arrêt numéro 3937 des sections unies de la Cour de cassation, déposé le 18 février 2011, est appelé à trancher le différend entre la société Valle Pieriempie et le tribunal de Venise, qui, contre elle, avait confirmé la nature domaniale du bassin où elle opérait. La société, interjetant appel, demandait la certification de son droit de propriété sur le bassin de pêche dit Valle Pieriempie, situé dans la lagune de Venise, et dont elle s'est proclamée propriétaire en raison des titres d'achat réguliers remontant au XIVe siècle. L'appel est refusé par la Cour de cassation selon un raisonnement fort complexe qui concerne la taxinomie des biens telle qu'elle est présentée dans le Code civil et les régimes d'appartenance tels qu'ils sont décrits par la Constitution. Mais ce qui est plus intéressant est la référence explicite que la Cour fait au bien commun. C'est une longue citation, mais je trouve très intéressant. Je cite donc l'arrêt. À partir d'un tel cadre normatif et constitutionnel, s'impose l'exigence interprétative de considérer la question de biens publics au-delà d'une vision purement patrimoniale et propriétaire, afin de parvenir à une perspective personnelle et collectiviste. Cela implique que, plutôt qu'à l'État apparat, en tant que personne morale individuellement considérée, il faut se référer à l'État-collectivité, en tant qu'institution représentative des intérêts des citoyens et de la collectivité, et en tant qu'institution affectée à leur réalisation. Discuter de la seule dichotomie de biens publics ou de biens privés ne revient qu'à se limiter d'une manière partielle à la pure individuation de la titularité des biens
tout en oubliant la question pourtant incontournable de leur classification à raison de leur fonction et du type d'intérêt qui leur sont liés. De cela dérive qu'alors qu'un bien immobilier, indépendamment de sa titularité, résulte de ses propres caractéristiques intrinsèques, et spécialement celles de type environnemental, affectées à la réalisation de l'état social tel que nous l'avons décrit, ce bien doit être alors considéré commun, en dépit de la perspective désormais anachronique du dominium romain et de la propriété typique du Code. C'est toujours la cour. Commun, c'est-à-dire indépendamment du titre de propriété et instrumentalement lié à la réalisation des intérêts de tous les citoyens. Du reste, il y a longtemps, la doctrine ainsi que la jurisprudence ont accepté l'idée d'une fonctionnalité nécessaire des biens publics, à laquelle suit la conviction qu'un bien est public moins parce qu'il lui arrive de faire partie d'une des abstraites catégories du Code, mais plutôt parce qu'il est la source d'un bénéfice pour la collectivité. Ce qui a permis, entre autres, l'hypothèse d'une gestion patrimoniale de biens publics. Fin de la longue citation. Dans cet arrêt, la logique souveraine touche à son comble. Elle semble subir une torsion profonde et les domaines du droit public et du droit privé, sur un terrain si crucial comme celui de l'appartenance, semblent pour un instant brouillés et confondus. Mais la forme logique de l'individualité, ainsi que la technique de la personnalisation, au même titre que dans le cas des ZAD, ne tolèrent pas le pluralisme des publics, ni l'existence des collectifs qui ne soient pas des personnes. Le commun, le collectif, le multiple, l'innombrable, le plus qu'un, est toujours déjà réabsorbé par la topologie. Ici, par une communautarisation assez sombre de l'État, là, par une domestication privatisée du mouvement. Patrimoine et souveraineté, logique de l'individuel et de l'universel, vont toujours de pair, et ils se démontrent une fois de plus solidaires dans la forclusion du commun. Dans les deux cas, la technique juridique héritière de la topologie moderne semble incapable de faire de la place à un public non souverain, à un public qui ne se laisserait pas reconduire à être qu'est l'un des deux pôles de la dichotomie. Il en va de même pour ce qui est du droit privé. Si on utilise la même chronologie qui nous a servi pour décrire la montée en puissance de la référence au bien commun juridique en tant que tertium genus, puissance de dynamisation de la topologie, portée par des expériences de pratiques et de formes de vie irréductibles à la topologie moderne et à ses formes de médiation, nous serons capables d'historiciser, au moins d'un point de vue juridique, le phénomène qu'on a coutume d'appeler sharing economy ou économie collaborative. C'est les mêmes scénarios de crise de confiance dans les institutions publiques, et donc peut-être l'indice d'une crise moins éphémère qui touche à la topologie moderne comme dispositif de mise en forme du social, qui fournit le cadre à l'émergence du capitalisme des plateformes. Une transformation des modes et des formes de produire la valeur et de fournir des services qui a été trop vite saluée comme l'avènement d'un capitalisme sans propriété. Il s'agit en effet d'une série de montages juridiques et d'un phénomène beaucoup plus complexe et dont la propriété privée ainsi que les régimes de travail subordonnés les plus traditionnels constituent indéniablement les éléments centraux. Airbnb, Uber, etc. De quoi s'agit-il dans tous ces cas, sinon d'étranges formes d'institutions privées, d'opérations juridiques sophistiquées dont le but est de répondre à un besoin, celui de se déplacer en ville, celui de s'héberger, celui de se nourrir, etc., et non seulement de l'induire. Sauf que cette organisation juridique des besoins, qui a été jadis la formule heureuse de l'État-providence, donc de l'expériment peut-être le plus audacieux de penser l'universalité et la publicité des services en réponse aux besoins, devient aujourd'hui intégralement privatisée. Ici est donc le droit privé qui fait office de public. Une fois encore, la topologie moderne est mise à mal et presque renversée. Pour ambiguë et moralement troublante qu'elle le puisse être, l'économie du sharing nous offre un paradoxe qui reste à penser. Comment réimaginer l'universel de services et de besoins dans un temps où son lieu topique cesse d'être celui du droit public tel qu'il était issu de la topologie moderne? Oui, nous pouvons sans doute imaginer un rescue du législateur, un État, encore une fois, brought back. Mais il suffit de lire le projet de loi sur l'économie des plateformes qui se discute dans ces jours au Parlement européen, la dernière résolution est du 11 mai 2007,
pour se rendre compte de la difficulté de la tâche. Il serait peut-être plus intéressant, sinon plus efficace, de porter la crise de la topologie jusqu'à ses conséquences plus radicales. C'est ce que Trebor Scholz ou Nick Snirznek essayent de faire lorsqu'ils parlent d'un platform cooperativism ou un coopérativisme des plateformes. Les mêmes infrastructures technologiques qui sont utilisées, le rôle de la coopération sociale en tant que source de la valeur y est également central, mais le modèle propriétaire est tout autre. Vous m'excuserez si, comme Bertolt Brecht au Congrès des écrivains antifascistes en 1935, je me permets de vous rappeler, camarades, n'oublions pas les rapports de production. La discussion juridique des formes et des arrangements normatifs plus aptes à faire l'économie du capitalisme des plateformes découle en fait de l'analyse d'un changement profond du mode de production et concerne en ceci la mise en exergue de la coopération sociale. Il s'agit du sharing et du profit co qui, tel un opérateur logique non encore répertorié, vient s'égreffer à tout un tas d'expériences de production et de la reproduction, co-housing, co-working, crowdfunding, etc. Le commun, dans ces cas, n'est plus un principe éthique, une catégorie logique, ni même un régime juridique. Il est plutôt le nom d'un mode de production. Alors que la valeur se produit grâce à la coopération, alors que la reproduction tout entière de la société, de son intelligence, de ses affects, de sa faculté de langage, est source de richesse, il faut imaginer les arrangements et les pratiques par lesquels la coopération sociale reviendrait à s'approprier les produits de son travail, qui coïncide maintenant avec rien d'autre que sa propre existence. L'indétermination de formes de vie et de modes de production est la lettre volée de l'économie des plateformes. C'est ce que les plateformes privées ont très bien compris, et c'est pour cela qu'ils ne font rien d'autre qu'utiliser de la topologie moderne pour s'approprier privement la richesse qui est le fruit de la coopération sociale. Le déclin de la forme salaire et les foisonnements de l'autonomie comme régime juridique du travail ne sont que le fruit empoisonné du capital, mais aussi le gain et le produit de lutte ouvrière des années 70, qui ont obligé le capital à entamer un long processus de restructuration. La réappropriation du capital fixe et de l'algorithme de la part du travail vivant devient des formules politiques non seulement dans les pages des théoriciens post-opéraïstes, mais ils sont d'ores et déjà l'expérience vécue par beaucoup d'acteurs. Il suffit ici de songer à l'expérience de Smart. Née en Belgique, il s'agit d'une des plus grandes coopératives européennes de travailleurs autonomes. Son statut et son existence témoignent de la possibilité de fabriquer, par les truchements d'outils de droit privé, le contrat surtout, et certains statuts hybrides tels que celui de salarié-entrepreneur, un collectif hors l'emprise de la forme salariale. Dans ce cas, le droit privé ne se modèle pas sous la forme de la patrimonialité et selon la logique de l'individualité. Si dans le cas des zadistes, nous étions confrontés à une institution du collectif public contre le droit public, dans le cas de Smart, nous assistons à la fabrication d'un collectif privé contre le droit privé. Un collectif contre la souveraineté est un collectif contre la patrimonialité. Deux collectifs qui parlent autogouvernement et mutualisme en dehors de la représentation et donc du principe de la transcendance si cher à la topologie. Deux collectifs institués en dépit de l'individuel et de l'universel. Un crédit de substance, d'essence et d'authenticité, ils se sont forgés grâce à des pratiques contingentes et en vertu d'événements situés. À la différence du roi et de la corporation, ils ne sont pas immortels, mais historiques et donc ouverts au changement et à la transformation. Soit du côté du droit public, soit du côté du droit privé, on peut donc constater, sous la forme d'échecs et d'obstacles, mais aussi de tentatives et des promesses, l'émergence d'un registre, celui du commun, qui se heurte à la topologie moderne et ne cesse d'en dévoiler les limites, sinon les impostures. Ces registres, nous l'avons vu, est toujours domestiqué et forclos par la forme logique de l'individualité, que ce soit sous sa déclinaison souveraine ou bien patrimoniale, et de l'autre côté, par la technique de la personnalisation. Ces deux opérations couplées sont peut-être les techniques majeures relevant de la topologie moderne. L'hégémonie du droit subjectif
et celle de la forme du salaire empêche le droit d'instituer des collectifs qui ne sont pas des personnes et de concevoir un droit privé et un droit public qui ne soient pas saisis sous le rapport fixé par et dans le couple droit public, droit privé. L'expérience communale semble avoir été le champ historique qui, d'un point de vue juridique, a dû se mesurer avec des problèmes semblables. Certes, avant que la topologie devienne la forme sous laquelle nous sommes obligés de penser le politique. Certains diront, et c'est peut-être là un résumé obscène mais pas faux de tout un débat historiographique, que l'expérience communale n'aurait été rien d'autre sinon le véritable laboratoire de la topologie, prémices et prologues à l'État, à sa souveraineté, à ses formes de médiation et de production de la légitimité, à sa véritable modernité. Rien n'empêche d'ailleurs de lire cette pulsion téléologique qui est si forte dans les historiographies de l'expérience communale précisément comme un effet de Nachträglichkeit, d'après-coup, produit par la topologie elle-même, sinon comme un véritable exorcisme inconscient envers l'une des expériences les plus extrêmes d'une articulation radicalement alternative du rapport entre droit public et droit privé qui s'est jamais produite. Au-delà de la querelle possible entre l'emploi des catégories indigènes ou l'application d'idéal types, du émique et du éthique, l'historiographie politico-juridique de l'expérience communale, comme l'a montré avec clarté Pietro Costa dans une étude récente, est guidée par l'hégémonie rétrospective de la topologie, donc par l'idée que l'institution d'un système souverain de droit public serait l'aboutissement de chaque collectif politique. La question, pourtant centrale de l'autogouvernement et de l'autocratie, y est toujours posée en termes de souveraineté et d'exclusivité des prérogatives. Si on essaie de lire en diagonale toute cette production, nous découvrirons qu'en son centre demeure l'effort ou la dénégation de penser et de décrire une politique non souveraine, des formes de composition non synthétiques ni transcendantes de l'unité et du multiple. Le problème historiographique de la commune est le miroir du casse-tête logique du commun. On peut notamment signaler les exceptions d'Althusius d'un côté et celles de Francesco Calasso de l'autre. Les fédéralismes, comme le pluralisme des ordinamenti juridiques, ont été peut-être les formes d'approximation théorique à cette souveraineté communale qui n'est pas une, à ce public qui ne coïncide pas avec le droit public relevant de la dichotomie droit public, droit privé. L'expérience communale est donc, pour le dire vite, l'expérience apparemment insaisissable d'une politique non souveraine. Le moment où une fracture entre impérium et dominium, pouvoir territorial et pouvoir politique, souveraineté et propriété semble possible. Ou encore mieux, le moment étant absente la machine du droit subjectif absolu, dans lequel chacun de ces termes peut être compris en dépit de leur couplage et de leurs liens. Au cœur de cette expérience, il y a une pratique qui est aussi une façon de concevoir la logique ainsi que l'exercice du pouvoir et qui est décidément unique et singulière. Il s'agit de la jurisdictio. La publicité des communes ne coïncide en effet qu'avec la juridiction, avec la possibilité même du litige, avec l'avoir lié dans différents. Pour le dire un juriste, c'était l'effectivité qui instituait la validité. Un rapport, celui entre effectivité et validité, qui ne doit pas être lu comme un abandon à la force des choses ou un droit qui serait à même d'une prétendue nature. Il s'agit au contraire de reconnaître à la raison procédurale son caractère unique d'agencement entre actions et mots efficaces, capables de faire advenir un collectif de manière contingente. C'est la soumission à ce que Michel Foucault aurait appelé une orthologie qui fait de la procédure au XIIe siècle, lorsqu'à travers l'œuvre de Bulgarus, la procédure romaine pénètre dans les communes, un modèle unique de penser et pratiquer le pouvoir. Le caractère public de la juridiction ne rime pas avec la souveraineté dit qu'il exerce. Comme chez Pilius, citant Modestinus, communis patria désigne avant tout, avant de se référer à l'appartenance ou à la citoyenneté, le commune forum. Sur le plan de la jurisdiction, demeure peut-être le lien plus fort avec les exemples qui nous sont contemporains. Les exemples de sabotage de la topologie qu'on a pu rencontrer, soit du côté du droit public que du droit privé, trouvent leur terrain de jeu privilégié dans la procédure.
dans la grisaille de sa technicité. C'est la région du tort law, les lois des remèdes si typiques du common law, et l'action juridique connue sous le nom de class action, qui constituent les arènes où le démantèlement de la substantialisation de collectifs et de la primauté du droit subjectif est en train de se faire. Le tort law, qui est souvent appelé par la doctrine public law in disguise, droit public masqué, est un domaine apocryphe et impur du droit, ni public, ni privé, ni civil, ni pénal. Il est aussi l'espace d'une nouvelle anthropologie politique où, comme chez les collectifs que nous venons de citer, il est moins affaire d'un sujet de droit que de l'événement qui demande un remède et une solution. La loi des torts, cette jurisdictio de nos temps, atteste que la production juridique d'une substance ne devrait être elle-même substantialisée. Elle reste, comme le dit Yann Thomas, une synthèse pragmatique. En effet, dans l'essai qu'il a dédié à l'institution civique de la cité, il avait pour but précisément de montrer l'effort de juriste romain de rompre le schéma de pensée qui attribue une priorité absolue à la forme logique de l'individualité par rapport au tout, sans pourtant céder à une vision holiste. Selon Yann Thomas, le droit romain ne nous délivre ni une théorie de la personne juridique, ni une théorie de la représentation, mais plutôt une forme spéciale d'individualisation et subjectivation d'une unité plurielle telle que la cité. Cet étrange sujet est tout sauf que quelque chose de substantiel. Il est plutôt fonctionnel ou attributif. Il est le nom qui tient lieu d'une pluralité. Il y a donc une incommensurabilité entre la pluralité concrète d'une communauté et l'unité abstraite de l'universalité nominale. Le rapport entre unité et multiplicité est pensé par rapport à un tiers, donc on dirait déjà dans une dimension procédurale. C'est pour cela que la cité n'est pas une personne ni un corps, elle est plutôt un nomen, dont la totalité des attributs sont déclinés selon une modalité négative. Ces biens sont res nullius in bonis. Somme toute, comme l'écrit Yann Thomas, la cité n'était qu'un nom qui recouvrait l'opération reconnue comme négative de mise entre parenthèses de droit singulier. Cette difficulté de personnifier l'abstrait témoigne aussi du fait que dans le droit romain, la collectivité n'est pas une collection de sujets, mais toujours une relation avec ses unités singulières. Ici, on voit bien que Yann Thomas est en train de toucher à la dimension logique du commun ou du collectif non substantialisé. L'impossibilité de réduire la cité à la totalité des citoyens, comprise comme une unité, est bien l'impossibilité de passer du collectif à la personne. Le problème, alors comme aujourd'hui, est bien celui de la façon d'imputer des actes et d'attribuer des droits à quelque chose qui est toujours défini négativement. La réponse romaine ne sera pas celle de la représentation moderne, donc de la personne morale, mais celle d'une quasi-représentation qui se déploie dans la procédure. À l'unité de la cité, donc, je cite, ne correspond aucune substance, mais une place laissée libre entre les citoyens au pluriel et les magistrats au singulier. Fin des citations. La juridiction est donc la pratique et l'espace, l'abéance, qui sépare une civitas d'une communitas, une res publica d'une universitas. C'est un remède spécifique qu'il institue en tant que collectif. Pour que son droit soit protégé, l'acteur ne doit pas nécessairement être personnifié ou substantialisé à l'avance. Il devient contingentement collectif grâce à une convergence d'intérêts. Ce phénomène touche donc à une métamorphose plus générale que j'appellerais une tortification du droit civil. On voit très bien que le rapport si typique de la loi des torts entre une palette de dommages et une des remèdes capable de produire des demandeurs et des défendeurs non substantialisés indique toutes les limites du droit subjectif. Une catégorie qui semble de moins en moins à l'auteur des métamorphoses de formes de vie contemporaines. La responsabilité civile, et celle délictuelle tout spécialement, nous fournit un point de vue privilégié pour analyser l'émergence d'une imputabilité et d'un standing d'acteurs non substantialisés. Il suffit de songer au dommage environnemental ou à celui causé par un produit défectueux pour voir comment les expériences qui nous confrontent à la nature d'un côté ou à la technique et à la technologie de l'autre côté nous demandent une révision profonde de l'individualisme et du substantialisme du droit issu de la topologie. Deux exemples placés aux antipodes suffiront à éclairer la politicité intrinsèque de cette région du droit. D'un côté, les conditions contractuelles d'Airbnb, qui beaucoup de nous souscrivent sans les lire,
Il compte plus de 50 pages lorsqu'on prend la lourde décision de les imprimer. Nous nous engageons aussi à ne pas agir contre Airbnb sous la forme d'une class action. D'autre part, les chauffeurs de Uber qui sont engagés en Californie dans une série de diverses class actions pour que leur statut de contractors ou d'employés soit déterminé afin qu'un régime de tutelle du droit de travail puisse leur être appliqué. Et sur cela, il y a l'arrêt de la Cour suprême de Californie du 30 avril 2018, très récente. L'historicité du droit de la responsabilité civile doit être donc reconnue pour en faire bon usage. Sa tortification progressive, comme je viens de le dire, le dynamise de fond en comble et fait que son statut devient de plus en plus flou, comme le sont les acteurs et les événements qu'il sera censé régler. On se départ des certitudes qu'on a pu avoir Sabatier ou Josserand lorsqu'ils affirmèrent la pérennité du droit des obligations et faisaient l'éloge de sa forme logique comme si elle fût le prototype de la juridicité tout entière, et on se reproche du style flexible et historiquement déterminé, typique de la loi de Thor. La responsabilité civile opère comme la charnière entre forme de vie et mode de production. Aujourd'hui, elle est donc en charge de trouver les formes juridiques pour penser une nouvelle anthropologie centrée sur l'usage et la consommation, sur l'autoproduction des services et les communs comme mode de production. Il s'agit de formes de vie qui sont traversées par le collectif d'une manière inouïe. Je vois que je n'ai peut-être pas tout le temps pour terminer. Je vais donc couper une partie. Et donc, tous ces types de sujets, c'est très difficile de les réduire à la mesure du droit subjectif. Un droit fondé sur les remèdes plutôt que sur les droits, ou pour mieux dire, dans lequel les droits sont postérieurs aux remèdes, est peut-être la voie à creuser pour s'approcher d'une politique non souveraine et des collectifs non personnifiés. La res publica, la chose en commun, est en effet le véritable enjeu de chaque procédure. Il en est à la fois la forme et le produit. Si les communs n'est rien d'autre que litige perpétuel, le conflit sans cesse renouvelé autour des qualifications, le collectif est le contingent point de condensation qui s'institue à travers et grâce au jeu qui unit et sépare la jurisdictio de l'universitas. Le droit public ainsi que le droit privé, affranchis de leur propre rapport, à savoir de la fonction qui était leur propre pour que la topologie puisse se reproduire et se maintenir en vie, devient des possibles médiations formelles du commun et des articulations matérielles des collectifs. Il s'agit peut-être de ce que l'institutionnalisme juridique avait appelé le droit des acteurs privés, ni un droit public qui se privatise, ni un droit privé qui se publicise, mais les processus dynamiques qui configurent une forme chaque fois diverse pour une vie chaque fois différente. Un droit public est un droit privé, l'un et l'autre, délestés de la topologie et donc différemment articulés. Un droit dont le nom nous manque ou nous échappe et qui ne réglerait donc pas des conduites qui seraient déjà données, mais qu'il serait le principe d'intensité qui les institue en tant que normativement saillantes. Un droit qui serait en somme le principe d'organisation et d'institution de conduite coopérative. Ni public ni privé, à ce droit post-topologique reviendrait peut-être le nom vénérable de droit civil ou civique, et partant la tâche qui fut la sienne, celle de forger les formes capables d'animer et d'instituer une vie commune. Le commun lui-même ne serait donc plus ni une chose à approprier, ni une cause à laquelle s'identifier, mais une véritable praxis qu'il faut instituer chaque fois de nouveau. Merci. Excusez-moi si j'ai...